J'aime les intros qui veulent rien dire. Il y a pas longtemps, j'ai fait une partie de loup-garou avec des inconnus. On était assez nombreux et ça commençait à devenir critique parce que beaucoup de villageois avaient été éliminés et si on ne démasquait pas un loup-garou au tour d'après, il gagnait. On a fait un classique tour de table de tous ceux qui avaient quelque chose à dire. Ouais, moi, elle, je la trouve louche. Moi, j'ai entendu du bruit par là. Mais au lieu que tout le monde parle chacun son tour, tout le monde a commencé à parler en même temps et c'est devenu la zizanie. Tu connais cette situation. À ce moment-là, je vois le gars à côté de moi très confus, qui dit qu'il comprend rien, qu'il faut qu'on lui explique. Et alors que j'essayais de le raisonner et de lui dire mais il faut que tout le monde parle chacun son tour, qu'on s'écoute, que ce soit clair, qu'on laisse les autres parler, il râle de plus belle et il dit qu'il comprend rien et qu'il faut qu'on lui explique. Et après les gens parlent de plus en plus fort. Et moi-même ça m'a énervé, je me suis dit mais laisse-moi finir ma phrase en fait. Comment c'est possible d'être autant à côté de la plaque et créer de l'agitation au lieu de chercher l'apaisement? Au bout d'un moment, le maître du jeu sonne la fin du tour et chacun vote plus ou moins au feeling. Évidemment, c'est un villageois qui est éliminé. Les loups-garous gagnent. Là, tout le monde retourne sa carte, et je réalise pas que la personne à côté de moi était un loup-garou depuis le début. Celui que j'avais pris pour un pauvre petit perdu était en fait un stratège. Il avait agi très intelligemment. On n'avait juste pas les mêmes buts. Heureusement, tout ça n'est qu'un jeu, hein. Dans la réalité, c'est pas pareil. On s'écoute, on accepte l'autre dans sa nuance, dans son unicité. On cherche à comprendre le message plutôt que d'attaquer le messager. Je pense qu'en tant que citoyen, on mérite mieux que des clashs pour comprendre notre monde. Sinon, on n'avance pas. Moi, par exemple, dans les débats, mais je me faisais détruire. Parce que quand quelqu'un m'attaquait personnellement parce qu'il ou elle n'était pas d'accord avec moi, je me disais « Mais comment c'est possible d'être méchant et de pas chercher un terrain d'entente ?» Ça me paralysait et je devenais muet. Une fois, alors que je marchais dans un couloir avec un collègue et qu'on discutait d'un sujet sur lequel on n'était pas d'accord, à un moment donné, il m'a dit « Non, mais si tu dis ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, et ça c'est faux, donc t'as tort. » Et moi, sur le moment, pareil, je me suis senti attaqué, mais je sentais qu'il y avait un truc qui collait pas dans son raisonnement. Et donc j'ai cherché, et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mes recherches et de mes vieux souvenirs, que c'était un procédé rhétorique qui s'appelait l'homme de paille, ou la pente descendante, qui consiste à faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit pour le discréditer. Moi qui avais toujours considéré ces procédés comme des procédés fallacieux, et donc quelque chose que je voulais laisser de côté, à force de te faire attaquer avec, tu te dis que si c'est une arme, il faut apprendre à s'en servir un minimum. Ne serait-ce que pour le repérer. Et donc petit à petit, au fil des vidéos que j'ai regardées de différentes personnes, je crois que les algorithmes ont compris que ça m'intéressait, et à un moment donné, j'ai reçu une pub pour m'inscrire à un concours d'éloquence. Et c'est là que l'histoire commence. De base, moi j'étais pas trop pour les concours d'éloquence. Je trouvais que c'était vraiment dans l'apparence. On prenait les mots, on leur enlevait toute leur substance intérieure pour ne garder que la jolie forme, et après on disait « Oh, regardez, c'est joli, il parle bien, mais c'est creux !» Et ça me déplaisait, parce que pour moi, les mots, ils ont un sens. Mais en vrai, là, je me suis dit, justement, c'est l'opportunité de mettre la patte que je veux dans un concours comme ça. Et puis j'aime écrire, j'aime parler, j'aime philosopher. Et pour une fois qu'on me dit pas, « Ouah, tu pars trop loin !» Quand je pars loin, j'allais pas m'en priver. Est-ce que je suis dispo à ces dates? Oui, allez, on s'inscrit, hein. On verra bien ce que ça donne. Nous sommes en guerre. Nous sommes en février 2021, au moment où je m'inscris. À l'époque, je ne connaissais pas du tout l'association qui organisait ce concours. Eloquentia, c'est quoi? Pour en parler rapidement, c'est une association loi 1901 qui a pour but de promouvoir une prise de parole avec respect, écoute, bienveillance, ce qui est leur slogan, et d'organiser des formations à la prise de parole dans les collèges et les lycées. En parallèle de ça, ils organisent aussi des concours d'éloquence annuels, dont le concours 18-30 ans auquel j'ai participé. Vous en avez peut-être entendu parler à travers le film À voix haute, qui retrace le parcours de jeunes jusqu'à la finale du concours. Sachant que moi, pas du tout. J'ai découvert le film parce que je participais, si vous voulez. Aujourd'hui, Eloquentia a 15 antennes, c'est-à-dire 15 concours régionaux. La première étant Saint-Denis, créée en 2012, l'antenne historique. Ensuite, il y a eu Nanterre, Grenoble, Limoges, Bordeaux, Marseille, Paris-Sud, Bruxelles, Constantine, Bayonne, La Rochelle, Lille, Lyon, Toulon, Alger. J'espère que j'en ai pas oublié. Et ça tend à s'étendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le plus grand concours de prise de parole francophone. Pour ma part, j'ai commencé à Eloquentia Grenoble. J'ai passé le premier tour, pour lequel j'ai eu de très bons retours des deux jurés qui étaient là dans la salle. Les deux seules personnes qui avaient dans la salle d'ailleurs, vu que les premiers tours se font à huis clos. Je les salue. Le deuxième tour, la demi-finale de Grenoble, la finale. Je remporte la finale, et au moment où je commence à souffler, alors ça fait quoi de représenter Grenoble au concours international? Pardon? Après le concours de son antenne,
le finaliste ou la finaliste passe au concours international, où il se retrouve avec les 15 autres candidats des 15 autres villes. Comme on commence à être nombreux, il y a une étape qui a été rajoutée, les quarts de finale. Et c'était plutôt une très bonne ambiance, j'ai été agréablement surpris de ne pas voir d'esprit de compétition, ou en tout cas bien moins qu'ailleurs. Au contraire, tout le monde était sympa, ouvert, prêt à discuter avec les autres. On a passé un très bon week-end tous ensemble et j'ai pas ressenti de pression pesante, si ce n'est celle de connaître son texte et de faire face à un jury poker face, surtout quand tu t'attends à des rires parce que t'as fait une blague. J'aimerais juste vérifier un truc, je vous demande 2 secondes. J'espère que vous allez bien. What? Attendez une minute. Heureusement, tout ça n'est qu'un jeu, dans la réalité, c'est pas pareil. Dans la réalité... Alors, enregistrer 1-1. Suite au quart de finale, il y a la demi-finale, où nous étions plus que 8, puis la grande finale, où nous sommes plus que 4, qui a eu lieu le 17 décembre dernier dans la salle de spectacle du Bataclan à Paris. À chaque étape, je sentais le niveau d'exigence augmenter encore. Et c'est là où j'ai eu l'impression d'être tombé au bon endroit parce que je sentais qu'on n'était pas que là pour épater la galerie, quoi. Mais du coup, comment ça se passe, l'écriture d'un discours ? Dans un discours, tel qu'il est visible dans le format d'Eloquentia, on doit répondre à une question par paire, c'est-à-dire qu'une personne défend la position positive et une autre personne défend la position négative, sans que chacun ait entendu auparavant le discours de l'autre. Dans le déroulement, au début, il y a ce qu'on appelle l'exorde, c'est la phrase d'accroche, ce qui est censé permettre en 1 seconde de capter ton public. Ensuite, il y a la narration, le moment où tu déroules une histoire pour amener petit à petit le public là où tu veux l'amener, la confirmation, où tu exposes tes arguments, tes exemples, tes arguments, tes exemples, la réfutation, où tu contres les idées potentiellement défendues par la position opposée. Concrètement, pour la réfutation, par exemple, dans la préparation, je suis très attentif aux remarques à chaud des personnes à qui je dis mon sujet. Surtout si ces réflexions te mettent sur la défensive. Par exemple, pour la finale de Grenoble, mon sujet c'était « Les meilleures années de notre vie sont-elles celles que l'on n'a pas encore vécues ?» Moi j'avais écrit mon discours, tout était carré, j'étais assez fier de ce que j'avais fait. Et là, un jour, peu avant la finale, il y a un journaliste qui est venu nous interviewer. Et quand il a entendu mon sujet, il a dit « Ah bah moi, vu mon âge, c'est sûr que non, hein. » Je devais défendre le oui. Après tout le travail que j'avais fait, j'avais vraiment pas envie d'entendre quelqu'un me dire ça. Mais l'ego, c'est comme l'argent. C'est un bon serviteur et un mauvais maître. Donc ça te saoule cette réflexion? Très bien. Il vaut mieux que ce soit un mec avant qu'il te saoule, plutôt que 10 personnes dans le public le jour J. Donc on s'y remet, on se débrouille pour ajouter un contre-argument sur ce point. On se sert de la force de son adversaire. Donc on a dit exorde, narration, confirmation, réfutation, et enfin la péroraison, ou la conclusion. C'est le moment où tu achèves ton discours. Tu mets le coup de grâce. Pourquoi t'es penché? Allez... Tu peux le faire. Oui! Oui! Ça va le faire, ça va le faire. Oh non, me mets pas un truc de batterie maintenant! Allez, on y retourne. Donc, comment se sont passées l'écriture de mes discours? Je précise qu'évidemment, je vais parler de mon expérience personnelle. On a tous des styles et des sensibilités différentes, et je prétends pas faire des généralités. Il y a des gens qui sont plus dans la mise en scène que dans la profondeur, d'autres qui sont plus posés, d'autres qui sont doués pour improviser une partie de leur discours. Il y en a certains qui l'écrivent pas du tout. Ce n'est pas mon cas. En tout cas, pas pour un exercice comme celui-là. Déjà, on te donne une liste de sujets pour laquelle tu exprimes tes préférences de position, positives, négatives, pour chaque question. Ensuite, tu reçois ton sujet, imposé, environ 2 semaines avant le moment où tu devras passer. Première chose, soit tu as eu un sujet que tu voulais pas et tu rages pendant une demi-journée en faisant le deuil des sujets que t'as pas eu, soit tu as eu un sujet que tu voulais et t'as tellement d'idées que t'es paralysé et tu sais pas par où commencer. C'est normal. L'idée pour moi, c'est que dans un premier temps, tu notes tout ce qui te vient. Une idée après l'autre, tu filtres pas, surtout pas. Tu verras si ça te sert plus tard, mais là c'est le moment vraiment de tout écrire. Tu penses, tu l'écris. Point. On est dans la phase où on ne se met aucune limite. Ce sont donc 2 semaines intenses à réfléchir, à noter tes idées sous forme de liste pendant les premiers jours, réfléchir à des contre-arguments à réfuter, à en parler autour de toi pour essayer de capter ce que les gens pensent et ce à quoi t'aurais pu ne pas penser, te relire, essayer de regrouper les points entre eux par thème, passer à la rédaction, c'est-à-dire qu'une fois que t'as tous tes points regroupés par thème, bah maintenant faut en faire des phrases, se relire encore pour essayer de faire des phrases avec encore plus de sens, essayer de regrouper des points qui au final allaient pas bien ensemble et les mettre avec d'autres points avec lesquels c'est plus logique et plus cohérent pour le déroulement de l'histoire, réfléchir à un début et une fin qui marquent, faire des transitions entre les différents paragraphes, dans les paragraphes essayer de mettre des ruptures de rythme, penser au type de comportement, de mouvement, de voix que tu as envie de donner pendant ton discours, même si ça, quelque part, ça se fait naturellement, parce que le but c'est de s'amuser, donc tu vas forcément créer tes petites choses pour t'amuser un peu. Et aussi, si on cède parfois à l'envie de faire de grandes envolées lyriques, faut pas oublier qu'un des buts principaux, c'est quand même de répondre à la question. Et surtout, l'idée, c'est d'avoir une linéarité, une fluidité dans ton discours, que chaque phrase s'enchaîne et entraîne celle d'après. Déjà pour que le public puisse te suivre, et ensuite pour diminuer au maximum les risques de trous de mémoire. Parce que
Si chaque phrase coule de source par rapport à la précédente, chaque phrase te rappelle celle d'après, donc au final l'effort de mémoire est un peu moindre. Je te conseille d'ailleurs d'apprendre ton texte par cœur, tu te sentiras vraiment plus libre pour interagir avec le public ou caser des petits mots qui sont pas forcément utiles, mais qui rendent ton discours plus naturel. Du langage verbal, en fait. Ça permet de diminuer le côté récitation. Après, ça n'empêche pas de garder son papier dans sa poche. Moi, pendant mes passages, j'avais toujours mes papiers quelque part, dans ma veste, dans ma poche. Mais pour l'apprendre, il n'y a pas de miracle. Répète, 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 répète et répète. Surtout quand il y a du bruit autour, et surtout si t'as pas envie. Parce que je te garantis que le jour J, quand t'auras très peu dormi la nuit dernière, que tu seras nerveux, t'auras pas assez bu, pas assez mangé, que t'auras envie d'aller aux toilettes, et là on t'appelle, t'auras pas forcément envie d'y aller non plus. Mais t'auras quand même plus envie d'y aller si t'es habitué à des situations inconfortables. Et l'idée c'est de casser tous les petits moments qui peuvent être inconfortables pour à la fin être à l'aise avec l'incertitude, être à l'aise avec le fait d'être là. Parce que tu t'es déjà tapé 30 fois le texte. Donc si jamais il y a un téléphone qui sonne dans la salle, une personne qui parle, une porte qui claque, une lumière qui change, tu le connaîtras par réflexe presque. Et ça, c'est libérateur. Moi par exemple, le soir quand je m'entraînais, juste avant d'aller me coucher, au moment où j'étais fatigué, je me disais « Allez, c'est le moment d'aller répéter ». J'allais dans l'endroit le plus froid que je trouvais, et je le répétais au moins 2 fois de suite. Mais en même temps, moi je suis un peu hyperactif sur les bords, donc vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis. Faut pas oublier que le but de tout ça, c'est aussi de prendre du plaisir. Donc c'est un équilibre à trouver entre exigence et plaisir. Ça peut aussi très bien se passer, hein. Moi je te dis ça, c'est juste pour préparer au pire. Ah, une chose pour moi qui fut la plus compliquée pendant l'écriture du discours, c'est la contrainte de temps. Quand t'as 8 ou 10 minutes, ça peut paraître long, mais quand t'as des choses à dire et qu'il faut pas dépasser, c'est très court. 8 minutes, pour l'ordre de grandeur, c'est à peu près 2 pages d'un logiciel de traitement de texte en police 12. Et moi avec mes 5 pages là, ouais j'ai des choses à dire, laissez-moi les dire. Je peux pas avoir 1 minute. 1 minute. C'est une petite minute. Il vous reste 3 jours. Bon, bah j'ai 3 jours pour diviser par 2. Sérieusement, j'ai passé au moins autant d'heures à essayer de raccourcir mon discours tout en gardant la cohérence que de l'écrire en fait. C'est vraiment un travail d'acceptation et de résilience que de devoir épurer au maximum, tailler dans l'art et parfois même un peu plus. C'est apprendre à faire le deuil de plus en plus rapidement des phrases qu'on trouvait super stylées ou alors qui étaient importantes pour nous, mais reconnaître que dans ce contexte-là, bah, elles sont peut-être de trop. Ou pas, mais à ce moment-là, faut trouver une autre solution. J'ai souvent cette image que le texte, que ce soit un discours, une vidéo, ce que tu veux, c'est comme une sculpture. Au départ, t'as un bloc de pierre, et c'est à toi de le tailler, enlever des morceaux de roche par là, rajouter un peu de plâtre ici, polir, repasser, regarder de nouveau, lisser, polir de nouveau. Il y a un extrait d'un poème de Nicolas Boileau que j'aime bien et qui illustre complètement ce principe. Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse, et le repolissez. Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. Mais j'ai beaucoup parlé des discours, il est temps que je vous les présente. Je tiens à publier ces discours parce que déjà ça offre une rétrospective de cette expérience qui a duré presque 1 an, mine de rien. Ensuite parce que je me suis moi-même inspiré de beaucoup de discours, que ce soit des discours célèbres comme Chaplin dans Le Dictateur ou la tirade du nez de Cyrano, que des discours plus récents, voire même d'autres concours d'éloquence, et a fortiori les discours des finalistes des éditions précédentes d'Eloquentia. Donc j'ai simplement envie de rendre ce qu'on m'a donné. Si ça peut aider, donner des idées, motiver, je serai content. Et enfin, parce que quand t'as passé 2 semaines de manière intense à travailler sur un texte, c'est obligé déjà que tu casses des références, des petits clins d'œil, et surtout un message qui te tient à cœur. Un message qui te semble utile et que t'as envie de partager. Qu'on soit clair, hein, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais justement, voir l'évolution au fil des discours, je trouve que c'est grave intéressant. Je vous avoue d'ailleurs qu'avant de charger mes discours, je les ai tous re-regardés, et quand je suis revenu sur les premiers, j'étais vraiment en mode « Oh, damn, c'est pas possible, je peux pas publier ça. Mais je vais le faire quand même. On partira donc de mon premier discours, à raison d'1 discours par semaine. Il y a eu 4 discours avec le concours de l'antenne Eloquentia Grenoble, puis 3 discours au concours international. Ça fait 7 discours. Merci! Comme les 2 premiers passages se sont passés à huis clos, j'avais pas de caméra, donc j'ai dû les refilmer ensuite. Et comme j'étais libre de l'endroit et de la manière de tourner, j'ai testé des trucs. Donc les 2 premières vidéos que vous allez voir seront expérimental. Excusez au passage la qualité vidéo et son de la première vidéo. C'était la première fois que je me filmais dans ce contexte-là, et pour le son, j'avais pas de micro à proximité. Mais j'ai retenu la leçon pour le 2e discours où je me suis carrément réenregistré dans un studio. Si certains parmi vous préfèrent lire
ou lire en écoutant, il y aura dans la description de chaque vidéo un lien vers le discours écrit. Une fois que tous les discours seront publiés, je vous proposerai un retour d'expérience un peu plus approfondi et un peu plus détaillé sur la gestion du stress, la prise de parole en public, les axes d'amélioration de mon point de vue, les moments que j'ai préférés, etc. Parce qu'autant tout le monde n'a pas envie de monter sur scène, autant tout le monde, qu'il le veuille ou non, fait face à des situations de stress et doit parler devant des gens. Je trouve pertinent de publier les discours avant, parce que dans ce retour d'expérience, je m'appuierai souvent sur des anecdotes ou des extraits des discours. Donc comme ça, on saura exactement de quoi on parle. Et puis comme ça, vous ne serez pas influencé par mon avis. Si ça vous intéresse, le but c'est aussi de vous entraîner à repérer les moments qui vous ont parlé ou pas. Tiens, là il bouge trop. Là il a des tics. Là on pourrait être plus impactant en faisant ça, je pense. Ah ouais, ça crée du rythme. Moi j'aurais pas fait comme ça. Par exemple, voir comment j'ai réussi à garder mon authenticité et développer petit à petit ma personnalité sur scène, ou pas. Voir quand j'ai réussi à capter le public, ou pas. Voir comment je m'affirmais de plus en plus sur scène. Si j'arrive à m'affirmer, ok, je suis curieux de savoir quel sera le discours que vous avez préféré, ou le moment que vous avez préféré, ce qui vous a ému, ce qui vous a surpris, ce que vous retrouvez entre les discours et les slams. Dans tous les cas, j'espère que ce projet sur cette chaîne vous inspirera d'une manière ou d'une autre, et je vous dis à la semaine prochaine pour le premier discours. Si maintenant vous avez encore 1 minute à attendre dans votre métro, dans votre bus, et que vous n'avez pas envie de croiser le regard de la personne en face de vous, alors que ça se trouve elle est très sympa, je vous propose de terminer cette vidéo en regardant comment j'ai galéré pour obtenir un bon son et une bonne image. Ce n'est pas une blague. Là, l'ambiance est très sympa, mais alors on ne me voit pas du tout. Ceci est le tout premier test avec le micro-cravate. Si je me mets plutôt comme ça, si je parle là-bas, et si je parle ici, et si je parle là-bas, et si je fais comme ça, et tout m'entend pareil. Bon, ceci est le test numéro 2 avec le micro de mon casque pour voir ce que ça donne. Et alors attention, nous parlons maintenant à un micro encore meilleur. J'ai l'impression de faire une vidéo sur la qualité des micros, franchement. Donc voilà, on s'enregistre une nouvelle fois sans rien. Et alors attention, les yeux, on va brancher. Et donc là, j'ai envie de vous demander si vous trouvez que le son, il a changé. Sinon, ça veut dire que l'appareil photo n'arrive pas à prendre en compte ce micro. Un plaisir. Ah, mais attendez, j'ai un autre adaptateur. Alors est-ce que ça change grand-chose? Est-ce que ça change grand-chose? Est-ce que ça change grand-chose? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Ouais. Bon, on verra ce que ça donne. Et oui, et du coup, tout ça pour vous dire, putain, je me suis pas enregistré. Je suis curieux de savoir quel sera le discours que vous avez préféré, vos moments préférés, les choses qui vous ont ému.